Salut tout le monde! Dans cette série, je m'amuse à décortiquer des conflits politiques dans des univers fictifs issus de la pop culture afin de déterminer qui est de droite et qui est de gauche dans l'affaire. C'est évidemment surtout une manière un peu fun de parler de ces concepts bien réels et de mieux les comprendre. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter mon épisode d'introduction dans lequel je décris précisément ce qu'est la gauche, la droite, les extrêmes, le centre et surtout à quoi ça sert de faire cette catégorisation. Ça vous aidera à bien saisir tout ce que je vais raconter à partir de maintenant, car aujourd'hui je vais vous parler de la série Mercredi sur Netflix, inspirée de la famille Addams, et qui fait état d'un monde où les marginaux sont en lutte contre l'oppression des normies. Attention, ça va spoiler pas mal, même si au moment où je sors cet épisode, seules 2 saisons sont sorties. Alors pour expliquer un peu le contexte, les marginaux dans cet univers, c'est les gens bizarres, anormaux, notamment les gens qui s'avèrent être des créatures fantastiques, telles que les vampires, les sirènes, les gorgones, les loups-garous, etc. Bref, pas des humains ordinaires, quoi. Et à l'inverse, les normies, c'est les humains ordinaires. Et tout le concept de la série, c'est que Mercredi Addams, une adolescente marginale avec des dons de voyance, incapable de s'intégrer dans des écoles ordinaires, est finalement envoyée dans une école réservée aux marginaux, Nevermore, qui se traduit par plus jamais, où ces derniers peuvent étudier librement sans subir l'oppression des normies qui les rejettent parce qu'ils sont différents. Et effectivement, on peut voir au cours de la série plusieurs éléments qui tendent à montrer que les normies n'aiment pas les marginaux. D'abord, il y a cette bande de jeunes qui harcèlent plusieurs fois Mercredi et qui ruinent la soirée dansante de l'école dans la première saison. On peut aussi parler du shérif de la ville, dans cette même saison, qui semble déterminé à accuser les élèves de l'école de tout ce qui se passe mal dans le coin. À la fin de la saison 2, le personnage d'Agnès explique par ailleurs qu'elle est rejetée par son père, qui est un normie et qui la considère comme une erreur. Sans parler bien évidemment de plusieurs antagonistes majeurs qui planifient carrément la destruction pure et simple de l'école ou utilisent les marginaux comme des rats de laboratoire. Et puis, on apprend aussi via des visions de Mercredi que Joseph Crackstone, le héros de Jericho, la ville où se trouve Nevermore, a en réalité massacré les marginaux du coin qui vivaient là avant lui, puis réécrit l'histoire pour être considéré comme le fondateur de la communauté. Bref, tous ces éléments tentent à montrer qu'effectivement, dans l'univers de la série, les marginaux subissent un rejet de la part des normies et que l'école Nevermore est une sorte de safe place pour échapper à des persécutions. Bref, une sorte d'institution de gauche luttant contre une hiérarchie sociale injuste. Sauf que, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que les marginaux sont réellement discriminés dans ce monde ? Y a-t-il réellement un système social en place pour les persécuter, les exclure, leur rendre leur vie difficile ? Eh bien, passons outre les discours des protagonistes de l'histoire et regardons un peu plus en détail les faits. En premier lieu, notons un élément un peu troublant. Tous les élèves de Nevermore sont riches, voire richissimes. Sans déconner, la famille Addams elle-même a un chauffeur et vit dans un manoir alors qu'on ne connaît même pas le métier des parents. D'ailleurs, il ne semble pas en avoir du tout. Tandis que la grand-mère de Mercredi a un empire financier basé sur les pompes funèbres, vit dans un château et a tellement d'argent que des gens complotent pour obtenir des dons de sa part. Xavier est censé être le fils de quelqu'un de connu, la mère de Bianca a fait fortune en créant une secte, Agnès elle-même dit que son père lui envoie généralement des assistants, ce qui prouve qu'il a les moyens d'en avoir. Donc on n'a pas affaire à des gens en galère sur le plan économique au niveau des élèves. Et puis, Nevermore, c'est pas n'importe quelle école non plus. Déjà, c'est une école privée, avec des uniformes à l'anglaise, alors qu'elle est censée se trouver aux États-Unis, une pratique qu'on retrouve généralement dans les institutions de prestige là-bas. Ensuite, le campus est en soi un château qui contient, en plus des dortoirs et des salles de classe, une grande salle de musique, un champ de tir à l'arc, une salle d'escrime, des passages secrets, une salle de réception, etc. Sans parler du domaine qui l'entoure qui est assez grand pour y organiser un triathlon. Les chambres de l'internat sont objectivement immenses par rapport à la moyenne, mais
Mais en plus de ça, les classes sont très loin d'être bondées d'élèves et l'école se permet un grand nombre d'événements festifs assez coûteux, soirées dansantes, soirées costumées, week-end camping, soirées d'intégration où l'on brûle une énorme sculpture et j'en oublie sans doute. Si l'on ajoute à ça qu'il y a dans l'école un club ultra élitiste réunissant les élèves les plus influents dans une bibliothèque secrète qui ne sert visiblement qu'à recevoir leurs réunions, bref, les marginaux de Nevermore sont loin, très loin d'être des prolétaires. Et là où ça devient plus troublant encore, c'est qu'à l'inverse, les normies qu'on voit dans la série ont clairement l'air d'être des gens qui galèrent. Par exemple, on voit que les jeunes normies qui ont l'âge de Mercredi, en ville, ont en fait tous des petits boulots alors qu'ils vivent encore chez leurs parents, comme si les revenus de ces derniers ne suffisaient pas vraiment. C'est notamment le cas des harceleurs qui travaillent au parc touristique de la ville, ou même du chef du shérif de la saison 1 qui est serveur dans un café. A l'inverse, la seule raison pour laquelle les élèves de Nevermore se retrouvent à faire des petits boulots, c'est parce qu'il s'agit en fait d'une sortie scolaire. Mais le plus affligeant, c'est la façon dont les uns et les autres sont traités par la justice. Tout au long de la série, Mercredi passe son temps à commettre des délits en tout genre et se fait choper la plupart du temps d'ailleurs. Je veux dire, elle lâche des piranhas dans une piscine pleine à craquer de monde, elle s'introduit par effraction partout, elle déclenche un tel bordel dans un hôpital psychiatrique que tous les patients s'échappent, elle crame même publiquement un monument historique en jouant du violoncelle devant une foule entière, et quel est son châtiment ? Globalement, aucun ou quasiment. Elle a été expulsée de sa précédente école et on l'oblige à voir une psy de temps en temps, mais à partir du moment où elle est inscrite à Nevermore, la direction de l'école la protège systématiquement face aux autorités. Dans la même veine, son père et sa mère sont directement liés à 2 morts ultra suspectes qu'ils assurent être des accidents alors qu'il n'y avait aucun autre témoin qu'eux-mêmes, et la justice n'a jamais réussi à les épingler. A l'inverse, les normies ne s'en tirent pas du tout aussi bien. Les fameux harceleurs, dont l'un des membres du groupe est carrément le fils du maire, se retrouvent condamnés à des travaux d'intérêt général. Le fils du shérif, Tyler, finit enfermé dans un quartier de haute sécurité de l'hôpital psychiatrique du coin, tout comme la personne qui l'a manipulé. Bref, alors que Mercredi et ses parents échappent miraculeusement à la justice, les normies qui commettent des crimes ou des délits contre les marginaux, eux, sont bien épinglés. Et je ne vous parle même pas de l'influence politique que les marginaux semblent exercer sur les différentes élections. Le maire leur mange littéralement dans la main, et dans la saison 2, ils sont capables de menacer avec efficacité la shérif de rendre publiques certaines informations qui pourraient l'empêcher d'être réélu. Et vous voulez savoir ce que sont les informations en question ? Tout simplement qu'elle a envoyé ses hommes protéger des normies d'une attaque de monstres ayant déjà fait un mort, monstre libéré par les marginaux d'ailleurs, plus précisément par le frère de Mercredi qui ne sera jamais inquiété pour ça, au lieu de les affecter à la protection de marginaux qui, au moment où elle a pris cette décision, n'étaient attaqués par absolument personne, et qui s'en sont d'ailleurs très bien sortis tout seuls grâce à leur pouvoir. Parce que oui, je le rappelle, mais en plus de tout ça, les marginaux ont des super pouvoirs, c'est même un peu le principe en fait. Et ça leur permet clairement d'obtenir un peu plus efficacement ce qu'ils veulent, de combattre ceux qui les menacent, de battre des normies dans des compétitions, voire totalement de manipuler des gens comme Bianca et sa mère le font grâce à leur chant de sirène. Bref. Si on regarde ce qui se passe au quotidien dans la série, on se rend vite compte que les discours des marginaux sur l'oppression qu'ils sont censés subir ne correspondent pas vraiment à la réalité. Au contraire même, il s'avère assez clairement que ce sont les marginaux qui sont les plus privilégiés, les plus à l'abri dans cette société. Ils sont riches, puissants socialement, mais aussi physiquement grâce à leur pouvoir. Et ils ne sont pas inquiétés par la justice outre mesure et ont un poids absolument considérable sur les élections locales. Mais surtout, quand on regarde la série, on remarque que la plupart des gens n'ont absolument aucun problème avec les marginaux. Le maire est très content que l'école ait élu domicile dans sa ville parce que ça amène de l'activité et des emplois. Les gens sont super sympas, leur parlent normalement, ne font pas de remarques déplacées, même maladroitement, ne les regardent pas de travers, ne les harcèlent pas spécialement. De même, il n'y a absolument aucun endroit qui leur semble être interdit, dans lequel ils n'osent pas se rendre de peur d'être rejetés ou agressés. En fait, en dehors de quelques individus qui semblent effectivement avoir une dent particulière contre eux pour des raisons très personnelles,
dont un shérif qui en a surtout marre qu'ils échappent à la justice, il n'y a pas vraiment de preuve d'un rejet des marginaux dans la série. À tel point que, dans l'épisode du camping où un groupe de jeunes élèves militaires normies affrontent les élèves de Nevermore dans une compétition sportive, les 10 élèves militaires ne voient aucune raison d'affronter les marginaux outre mesure après leur défaite, trouvant ça parfaitement normal de leur laisser la victoire. Bref, il n'y a absolument aucun signe d'une oppression systématique que pourraient subir les marginaux de la part des normies. Allons même plus loin, c'est presque parfois l'inverse. Le directeur de l'école dans la saison 2 fait un commentaire sur l'incompétence des normies, et la grand-mère de Mercredi laisse clairement entendre que les gens qui n'ont pas de pouvoir n'ont pas leur place à Nevermore, même en tant qu'invité. Il est aussi clairement compris que vouloir obtenir des pouvoirs de marginal quand on est un normie, c'est un tabou absolu, une perversion, histoire de décourager ceux qui voudraient un peu changer de classe sociale. Tout ça m'amène à la réflexion suivante. Nevermore n'est pas une safe place pour des personnes persécutées. Non, c'est un lieu de séparatisme d'une classe sociale supérieure, permettant à ses membres de socialiser entre eux plutôt qu'avec des classes sociales moins favorisées, et qui essaie de couvrir ce choix isolationniste avec un discours absolument fumeux sur de soi-disant persécutions dont il faudrait se protéger. Je m'explique. Dans notre monde, les riches ont tendance à créer des lieux réservés aux riches. Ce sont des écoles privées particulièrement chères, des clubs sélects, des quartiers à l'accès restreint, des centres de loisirs hors de prix, les premières classes dans les transports en commun, etc., etc. Bref, tous ces lieux où le ticket d'entrée en lui-même coûte une fortune que les classes populaires ne peuvent donc pas s'acheter. L'intérêt de faire ça pour les riches, c'est évidemment de renforcer leur propre pouvoir, leur propre richesse. De fait, ce sont des endroits de socialisation où l'on se fait des connaissances, des amis, des proches, voire où l'on trouve les personnes avec qui on finit par se mettre en couple et faire des enfants. Mais comme il n'y a que des riches dans cet endroit, le résultat, c'est qu'on se retrouve amis, amants ou en relation avec d'autres riches qui ont aussi du pouvoir, de l'influence, de l'argent. Et donc, quand on a un problème dans la vie ou besoin d'un coup de main pour monter un projet financier ou tout autre truc dont les riches peuvent avoir envie, c'est quand même vachement plus simple si tous nos proches sont riches aussi, si on a dans son répertoire le numéro d'un ministre ou deux, voire du président lui-même. Bref, ces lieux servent à s'assurer que les riches soient amis avec des riches et s'entraident plus facilement entre eux, ce qui leur permet in fine de rester riches et puissants. Eh bien, mon point de vue, c'est que Nevermore, c'est exactement ça. Un lieu réservé aux marginaux, c'est-à-dire une classe sociale qui se trouve tout en haut de la hiérarchie, et qui a pour objectif concret de permettre aux jeunes marginaux de tisser des liens avec d'autres jeunes marginaux, afin que ces relations leur soient utiles plus tard. Et dans ce cadre, tout le discours de persécution des marginaux par les normies sert juste à camoufler un peu ça, et à justifier d'écarter les normies pour éviter que les classes populaires puissent elles-mêmes bénéficier du dispositif. Comme ça fait plus classe de dire qu'on protège les élèves d'un danger que d'avouer qu'on les prépare à être une classe dirigeante qui ne doit surtout pas se mêler aux pauvres parce que Burke les pauvres, il y a tout ce discours qui est rabâché en permanence alors qu'il n'a aucun fondement réel. Et donc, Mercredi Adams, en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour protéger l'existence et la continuité de l'école, de ce système de vie qui permet aux riches d'exclure les pauvres, soutient très clairement la hiérarchie sociale en place. Elle est donc fondamentalement de droite. Après, je suis pas en train de dire que les antagonistes de la série ont un projet politique de gauche, parce que c'est clairement pas le cas. Mais voilà, Mercredi Adams, elle ne remet rien en question dans toute cette affaire. Elle semble même adhérer au discours de l'école sur la persécution des marginaux, elle est donc bien de droite. Voilà, c'est tout pour cette fois, j'espère que j'ai été clair et que vous avez compris qu'il faut être prudent quand des gens vous disent qu'ils sont persécutés tout en se baladant en Rolls-Royce avec chauffeur et que la droite est tout à fait capable de se présenter comme le camp de la lutte contre l'oppression quand ça l'arrange. Bien sûr, si ça vous a plu et que vous avez envie de m'entendre décortiquer d'autres conflits politiques fictifs pour déterminer qui est de droite et qui est de gauche, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à me dire dans les commentaires quelle œuvre vous voudriez que je traite dans les prochains épisodes. A plus!